Alors, il faut dire que nous avons planté les jalons depuis hier de ce qu'on allait faire aujourd'hui, puisqu'on a dit aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité androïde. Alors, contrairement à hier, c'est quoi l'obésité androïde? D'une manière générale, nous avons défini l'obésité comme étant l'accumulation anormale ou excessive de graisse. Voilà, le corps. Mais en ce qui concerne l'obésité, justement, androïde, il s'agit de l'accumulation de ces graisses-là ou l'excès au niveau de l'abdomen. On a quelques images là, je sais voilà, pas si... dans l'abdomen là, ou encore qui va s'étendre jusqu'au niveau de la poitrine. Mais voilà. Et ça, on appelle ça aussi obésité centrale ou encore la forme des paumes. Ou encore, le jargon, on appelle encore bidon. Voilà. Merci pour l'image. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle obésité androïde. Maintenant, comment diagnostiquer cette obésité androïde là? Ok, justement, ça passe par l'IMC et taux de taille également, taux de taille dont nous avons défini hier. C'est-à-dire pour la femme devrait être en dessous de 88, bien évidemment, et pour l'homme devrait être aussi en dessous de 100. Parfois on dit max c'est 92. Donc voilà comment on le définit. Et l'IMC justement, qui va de 18 à 25, ça c'est quand vous êtes déjà supérieur à 25, on parle d'une surcharge. Et maintenant, quand vous êtes déjà à 30, on parle de l'obésité modérée, bien évidemment. Et il y a la forme sévère, hein, ça il faut le dire. Il y a certains qui ont une IMC à 40. Ça, c'est une obésité vraiment, on dit morbide. Donc là, voilà, là c'est très dangereux. Maintenant, quels sont les facteurs de risque de cette obésité, liés à cette obésité androïde? Voilà, il y a déjà, premièrement, il y a le facteur génétique, hein, une prédisposition génétique, bien sûr. Il y a cette mauvaise habitude alimentaire, que je pourrais encore appeler cette mauvaise hygiène de vie, la malbouffe également. Nous avons également la sédentarité qui fait partie justement des facteurs. C'est vrai aussi qu'il y a des médicaments, des corticoïdes. Il y a des gens qui sont accros aux médicaments. Il faut faire très attention, surtout l'automédication, bien évidemment. Il y a également certaines pathologies. Il y a le facteur psychologique qui est le stress, parce que quand vous stressez, vous allez sécréter ce qu'on appelle le cortisone, c'est-à-dire cet hormone du stress qui va justement faire accumuler des graisses à une certaine partie du corps, notamment beaucoup plus l'abdomen qui est beaucoup plus sensible. Voilà. Ou alors vous allez avoir ce qu'on appelle le gros ventre. Le bidon. Le bidon. Voilà. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette obésité-là, cette obésité androïde? Il faut dire qu'il y en a plusieurs. Hein. Je commence par l'essoufflement. Les personnes qui sont obèses, voilà, vous étouffez. Il faut aussi dire qu'avec la Covid, des personnes obèses sont des personnes à risque. Ça, il faut qu'on le dise sincèrement. Quand vous êtes obèse, surtout que c'est une pathologie aujourd'hui. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'obésité et les conséquences, nous avons le diabète, nous avons l'hypertension artérielle, bien évidemment, nous avons les maladies cardio en général, cardiovasculaires, nous avons ça qui fait partie également. J'irai encore plus loin en ce qui concerne le cancer. Le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Donc il faudra vraiment faire attention, voilà, à des pathologies. Mais il faut dire qu'il y en a plusieurs. Hier, j'ai parlé de l'insuffisance veineuse en ce qui concerne la forme gynoïde. Voilà, donc il y en a plusieurs en ce qui concerne. Mais les maladies vraiment courantes, c'est celles dont j'ai cité, diabète, hypertension, voilà, le cancer notamment du sein, prostate chez l'homme, voilà. Maintenant, est-ce qu'il existe réellement un traitement contre cette obésité androïde-là? Et en quoi est-ce qu'il consiste, s'il existe? Voilà, le traitement, ça c'est oui, je dirais oui. Mais il faut dire de prime abord, on devrait rencontrer un médecin, bien évidemment, qui a été formé en ce qui concerne la nutrition et justement la suivi des pertes de poids. Hein. Ça, il faut le dire. Ça, c'est ces médecins-là ou encore des nutritionnistes, bien évidemment, qu'on devrait. Et hier, j'ai parlé du psychologue. Ça, c'est très important parce que se jeter dans ce programme-là, parce que forcément. Et il faudra dire que c'est selon le stade également de l'obésité en question. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un stade morbide, ça c'est très dangereux. Je crois que vous devez être suivi, que ce soit par un coach
que ce soit par un psychologue, par un médecin, pourquoi pas un gastro. Pourquoi? Parce que là, vous êtes prédisposé à plusieurs pathologies derrière. Il faut, le plus souvent, même vous développez déjà beaucoup de pathologies quand vous avez une obésité déjà morbide. Donc voilà, le traitement, il y a chirurgical. Oui, il y a des gens qui se font opérer justement parce que là, ça ne va plus. Il y a également, ça passe par une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ce qu'on appelle équilibré. voilà, manger équilibré, le rééquilibrage alimentaire. Et ça, ce que je voudrais dire qu'il y a le facteur âge. Ça, c'est très important. Et là, j'ai l'habitude de... Je ne veux pas dire me moquer, parce que quand je dis me moquer, je pourrais dire me moquer, pourquoi? Parce qu'il y a ce langage qu'on utilise communément au Cameroun maintenant, on dit mangeons vivant, vivons vivant. Et ça, je dis, il y a des gens qui passent leur temps justement à vouloir faire cette vie-là et qui se disent que non, j'ai encore du temps. Je prendrai le temps pour le faire. Je veux perdre, non. Je me fais d'abord plaisir. Ouais, je me fais d'abord plaisir pour aujourd'hui. Et demain? Voilà, je veux perdre le poids, même dans un an. Non, ça va partir. Je connais ce qu'il faut faire. Franchement, je voudrais vous interpeller ce matin, faites très attention. On n'attend pas l'âge de 40, 40, 50 ans, 45 ans, 50 ans pour vouloir perdre le poids. Faites très attention. Vraiment, il y a l'âge. À partir de 30, il faut déjà préparer la ménopause. Parce que la ménopause vient aussi avec un cortège. C'est-à-dire l'excès de poids, un surplus de 10 kilos, ça dépend des organismes. Mais il faut... Alors, si l'obésité, la ménopause vient te trouver déjà dans une surcharge, que deviendrais-tu? Bon, c'est ça le problème. Donc, il faut préparer. Et la perte de poids, il faut le lancer bien avant 40 ans. Ça permet justement de bien brûler. Mais quand vous atteignez 45 ans, 50 ans, non, ça c'est très dangereux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui courent ce risque-là. Mais il faut dire que quand nous parlons de l'obésité androïde, beaucoup plus des hommes sont concernés que des femmes. Ça, il faut le signifier. Parce que ça, hier, c'était gynoïde et là, c'est plutôt les femmes. À ce qu'on sache. Mais ça ne voudrait pas dire que la femme n'a pas la forme androïde. Je ne dis pas ça, mais les hommes ont beaucoup plus de bidons ici dehors que les femmes. Oui, ben, ça, alors, donc, ça, il faut le dire. Moi, j'adore cette expression. Hein. Donc, pendant que les hommes ont les abdos, eux, ils ont l'abdal. Le son de chocolat. Alors, comme je le disais, ça peut remonter jusqu'à la poitrine, c'est très dangereux. Donc, il faut la prise en charge doit être vraiment le plus tôt pour pouvoir réussir au traitement, s'il faut appeler ça ainsi. Mais ça passe par une bonne alimentation, ça, vraiment une bonne hygiène de vie, ça, il faut le dire. Maintenant, donc, vous savez que moi, Miss Dono, j'ai toujours mes questions en genre. Il faut d'abord que je précise. Parce que moi, je suis en genre. Maintenant, on entend souvent dire des femmes qui ont des époux obèses ou alors des hommes qui ont des épouses obèses qu'au lit, elles ne sont pas très bonnes. Elles ne cartonnent pas. Que les personnes qui sont obèses ne cartonnent pas au lit. Est-ce qu'il y a réellement un rapport entre l'obésité androïde et la sexualité du malade? Oui, bien sûr. Beaucoup plus, ça il faut le dire. Déjà, en ce qui concerne les hommes, il y a un dysfonctionnement érectile. Ça veut dire que ça ne se lève pas. Bien, voilà. Parce que quand je parle de dysfonctionnement, mais je ne voudrais pas dire, parce qu'il y a des gens qui vont me dire que non, mais je suis costaud, je suis très... Je parle de la majorité. Il y a un dysfonctionnement érectile. C'est vrai, aujourd'hui, ça peut être... Il y a une performance, mais demain, ça peut ne pas être. Mais je dis le plus souvent, c'est ça. Il y a vraiment, pour ne pas dire une faiblesse, c'est ce que j'appelle. Voilà. Alors, maintenant, il faut dire également, j'ai parlé tout à l'heure de cancer, bien évidemment, en ce qui concerne le cancer de la prostate et l'hypertrophie de la prostate. Ça également. Alors, du coup, ça pose problème en ce qui concerne la verge. Encore le troisième pied, comme on l'a. Maintenant, pour la femme, justement, il y a aussi problème infertilité et un problème de conception chez la femme. À cause des graisses qui se sont accumulées au niveau de l'abdomen, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Les trompes sont étouffées. Les trompes sont étouffées. Maintenant, il faut dire aussi que ça avance l'âge de pubère de la jeune fille, l'obésité. Et contrairement à l'homme, ça retarde plutôt l'âge pubère. Wow. Voilà. J'aimerais que vous expliquiez ce dysfonctionnement-là. Oui, justement, il faut dire, ça c'est dû justement à ces problèmes hormonaux, bouleversements hormonaux. Ça c'est tout à fait normal. Parce que vous allez comprendre que la femme devra, normalement dans la logique, a déjà ce qu'on appelle une réserve de graisse. Cette réserve-là, c'est pour la conception. Alors, quand ce facteur de risque qui est l'obésité vient s'y ajouter, c'est un problème. Surcharge. Une surcharge. D'où il y a vraiment ce problème de conception. Je ne dis pas que les femmes obèses ne conçoivent pas, il y a certains qui accouchent. Mais la plupart
d'entre elles ont ce problème-là. J'ai parlé tout à l'heure de dysfonctionnement hérétique, ça ne voudrait pas dire aussi que la femme n'a pas de problème de pansexuel à cause elle en a. Elle n'arrive vraiment pas, il n'y a pas eu satisfaction, bien évidemment, sur le lit conjugal. D'où, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une relation entre le plancher pelvien, bien évidemment. Plus ça pèse là, plus ça descend. Parce que chez certains, beaucoup plus chez les femmes, ça ne monte pas. Il faut dire que chez la femme, sa forme d'obésité androïde plutôt descend. Mais c'est chez l'homme que ça monte jusqu'au niveau, je veux dire, la poitrine, les seins et tout. Vous avez des hommes qui ont pratiquement des seins dans la rue. Hein. Voilà. Mais voilà. Non, mais ce que je dis, donc moi je parle pour monsieur tout le monde. Non, c'est tout à fait normal. Vous utilisez des thèmes de votre jargon, c'est-à-dire des thèmes précis à la médecine. Moi je parle pour monsieur tout le monde sur ce plateau. Voilà. Maintenant, puisque vous êtes en train de parler de cette pression-là, que la graisse de cette surcharge pondérale exerce au niveau des organes et de l'être humain, est-ce que les personnes obèses ne sont pas également en proie à des fuites urinaires? Bien évidemment. Bien évidemment. Justement, je dis oui et oui, il y a un lien direct même d'ailleurs. Justement, nous l'avons dit sur ce plateau quand nous parlons du périnée, bien évidemment. Vous allez comprendre que l'excès, la surcharge, l'obésité va justement aller affaiblir la vessie. Tous les organes déjà là seront impactés, touchés, d'où ça va créer une descente. Et au niveau du périnée, justement, ça sera affaibli. Le muscle va commencer à céder, pour ne pas dire, ça commence à céder, ou ça va perdre toute sa force. Et quand ça perd toute sa force, justement, ça va impacter aussi, en ce qui concerne, nous avons parlé tout à l'heure, faiblesse sexuelle et tout, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, bien évidemment. D'où la nécessité de pouvoir rééduquer. Le plancher pelvien en général, pour ne pas dire du périnée également. Donc, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, il faut le faire. Ça, c'est carrément. Et vous savez, quand on parle de fuite urinaire, c'est quoi? C'est que vous toussez, les pupilles sortent, vous riez, les pupilles sortent, le temps de courir pour arriver à la douche, au WC, les pupilles, voilà, et tout ça. Voilà, la robe est mouillée. Du coup, vous êtes toujours obligé de mettre, vous appelez ça? Les prothèses slip et tout pour ce qui concerne la femme. Voilà. Maintenant, donc tout à l'heure vous avez parlé, parce que j'ai comme l'impression que l'obésité androïde est plus centrée au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire au niveau du ventre. Bien sûr. Est-ce qu'il y a maintenant des aliments que nous consommons au quotidien qui font que le ventre la grossisse, c'est-à-dire que le seau de chocolat, là, oui, ça mange tous les jours. Merci parce que vous avez parlé du chocolat. Je voudrais commencer par le chocolat. Et notamment, je ne voudrais pas parler du chocolat noir, mais le chocolat blanc. Faites très attention parce que justement, ça fait gonfler le ventre. Le chocolat blanc? Oui. Il y a ce qu'on appelle popcorn. Et beaucoup de femmes. Au bureau, ça c'est... Quand on regarde la télé. Mais voilà, quand on regarde la télé, merci. Ou bien sur un smartphone, c'est les popcorn qu'on jette là. Il y a des chips, bien évidemment, qui font gonfler le ventre. Alors, il y a les glaces qui font gonfler le ventre, bien évidemment. Il y a l'alcool. Ça, il faut dire, il y a l'alcool en général qui fait gonfler le ventre. Il y a du sucre. Voilà, tout ce qui est sucre, tout ce qui est friture, tout ce qui est raffiné, bien évidemment, les gâteaux à la crème et tout ça là, du lait également, du fromage également fait gonfler le ventre. Donc il y a avec autant... tout ce que vous citez là, on ne va plus manger. Non. Oh, tout à l'heure. Parce que vous citez curieusement tout ce qui est bien. Non, mais il y a des aliments qui brûlent de graisse. Ça, quand je vais citer, vous allez vous retrouver certainement. Alors. Maintenant, quels sont justement ces aliments brûleurs de graisse là? Alors, en ce qui concerne les aliments brûleurs de graisse, il y en a plusieurs. Et ce qui va vous étonner, c'est que je veux parler de l'avocat. L'avocat brûle les graisses. Oui, oui. Il y a des gens qui s'étonnent. Non, je ne mange pas l'avocat, ça me fait grossir. Non. Je voulais vous dire ce matin que l'avocat ne fait pas grossir. Faites très attention parce que c'est vrai que ça va dépendre de comment est-ce que vous le prenez. Mais l'avocat, c'est un brûleur de graisse. Ah bon? Ça, il faut le savoir. La banane mûre. La banane. On peut perdre du poids en prenant de la banane. Ça, il faut le savoir. Maintenant, c'est vrai qu'en règle générale, on va dire que tous les aliments font grossir. Mais c'est la façon à laquelle on mange. Si on mange, si c'est la gourmandise, vous allez grossir, forcément. Si vous tournez la purée avec un demi-litre d'huile. Ben voilà. Et que vous y mettez la mayonnaise et tout ça, vous allez justement grossir. L'œuf également, c'est un aliment brûleur de graisse. Oui, bien sûr. Vous pouvez soumettre quelqu'un pour un régime perte de poids avec des œufs. Vous des omelettes ou alors des œufs durs? Je parle des œufs durs. Des œufs durs. Merci pour la précision.
Pas les omelettes. Les omelettes, déjà, c'est friture. Pour moi, c'est des fritures. Je veux pas des œufs durs. Ça, c'est très important. Ou encore les Parce bouillies, parce qu'il faut dire que des gens s'attardent, pour tous ceux qui veulent perdre le ventre, ils s'attardent beaucoup plus. Comme aliment, c'est le citron ou bien le vinaigre de cidre. Ils vont passer en longueur de journée, rien que ces deux aliments-là. Et vous allez faire des carences. Non, on peut bien manger. Quand on parle de rééquilibrage alimentaire, il s'agit de manger de tout. Mais savoir quoi manger, comment manger et quand manger. Voilà de quoi il est question, bien évidemment. Alors, ces aliments, nous avons du poisson. On peut faire un régime hyper protéiné et qu'on perde le ventre. Ça veut dire qu'on ne mange que du poisson. Mais notamment beaucoup plus soupe. Du bouillon, ça c'est bon au poisson. Avec des asperges, des légumes verts, du chou. Et ça, vous allez pouvoir perdre le ventre, bien évidemment. Sans problème. Parce que justement, la question que j'allais poser était celle de savoir si c'est possible, ou alors si c'est possible, de perdre le ventre sans faire d'exercice. Oui et non. Ça, il faut le dire. Parce que, pourquoi est-ce que je dis non? Je commence par le non parce qu'aujourd'hui, voilà, la mauvaise, comme vous dites, la mauvaise nouvelle. Je dis non, juste, je ne voudrais pas tirer sur les industries ou bien la publicité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toute une panoplie. Je voulais parler des compléments alimentaires, des thés, tout ça. On dit bulle, de graisse. Et du coup, ça va dans tous les sens. Les gens se jettent là. Et parfois, quand ils sont dessus, ils reviennent à l'hôpital. On nous rencontrait pour dire, ben voilà, j'ai essayé, j'ai fait tout. Il y a une dame qui vient me voir. J'ai fait tous les programmes ici dehors. J'ai pris, je ne voudrais pas citer. J'ai fait une méthode, ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Je dis justement, vous n'avez pas touché l'essentiel. Donc, faisons attention à la publicité. Parce que nous l'avons parlé une fois sur ce plateau, le métabolisme, chacun a son métabolisme. Maintenant, la femme ont leur métabolisme, les hommes ont le leur. Alors maintenant, d'une manière individu, chacun a son métabolisme. Alors, vous jetez sur un thé, sans toutefois connaître le système, le vôtre métabolisme, c'est à tort. Donc, on peut toutefois ne pas perdre le ventre si vous ne faites pas le sport. Oui. La seule chose à faire, c'est le rééquilibrage alimentaire. J'insiste là-dessus. Ça commence par ça. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait le sport? Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait faire. C'est pour tonifier. Il n'y a pas d'aliment qui tonifie. Il n'y a pas d'aliment qui raffermit. La peau, il n'y a pas. Après le relâchement. Il n'y a pas. Il faut faire des exercices. Parce que faire le sport, ce n'est pas aller faire des kilomètres. Non, on a besoin de bouger. C'est des exercices. Il y a le gainage, il y a autant d'exercices. Ça veut dire que le sport en lui-même ne fait pas maigrir. Le sport en lui-même, si vous me posez la question, rien que le sport, je dirais non également. Vous comprenez que c'est complémentaire. Faire bien manger, bien dormir, parce qu'il y a aussi dormir. Si vous ne dormez pas bien, vous allez développer le ventre. Le bon sommeil. Et faire le sport. Mais vous allez maigrir. Vous allez perdre, vous allez avoir des résultats. Le ventre serait plat, comme vous dites, plaquette de chocolat. Quand on dit plaquette de chocolat, il n'y a aucun aliment que vous mangerez qui va vous donner les plaquettes de chocolat. Ne faites pas rêver les gens. C'est des exercices qui vous permettent de pouvoir avoir des plaquettes de chocolat ou bien un ventre plat. Mais voilà. Donc il faut tonifier. Et tonifier, ça passe par des exercices. Voilà pourquoi j'ai dit oui et non aujourd'hui. Maintenant, au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez donner aux téléspectateurs ce matin? Oui, le conseil que des personnes qui souffrent d'abord d'obésité de façon générale, oui. Et maintenant des personnes qui veulent prévenir cette maladie-là. Oui, la prévention passe par une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Ne pas manger tard, nous l'avons dit. Quand on mange, on doit être concentré à son repas. On ne visionne pas en mangeant. On n'est pas sur son smartphone en mangeant autant de choses. On ne parle pas en mangeant. Non, on contemple, on admire son repas. On communique avec son repas. Ça, c'est très important. C'est une relation qui se crée quand on mange. On mange avec appétit et tout. Il y a certains qui mordent même souvent la langue et disent non, le repas là est sucré. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors, ça, c'est très important. Maintenant, il faudra que les gens comprennent que l'obésité, c'est une pathologie. Deuxième cause de mortalité, ça il faut le savoir, après le tabac. D'où j'interpelle tous ceux qui sont obèses de ne pas attendre longtemps pour pouvoir consulter. Il est temps de pouvoir consulter, c'est très important parce que les maladies qui en découlent, les conséquences qui en découlent, c'est toute une liste. Alors, moi, je les interpelle d'aller consulter. Et c'est d'aller à l'hôpital. Parce qu'on a comme l'impression que quand on est obèse, on ne doit pas aller à l'hôpital. On doit aller plutôt vers des industries. Est-ce que c'est d'abord la maladie, donc Est-ce que l'obésité, c'est d'abord la maladie? L'obésité, c'est une maladie. C'est une maladie. Parce qu'on a beaucoup d'argent. Quand vous voyez quelqu'un qui a un gros ventre, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Dans les familles, c'est ça. Mon oncle, là, il est vachement riche. Je souhaiterais donc ne pas avoir de l'argent pour rester tel que je suis. Bon, donc, c'est ce que vous dites. Pour garder la ligne. Alors, donc, ça passe par là. Je dis, pour sortir, il faut faire du sport, c'est important. On peut faire du yoga.
et pouvoir avoir un bon ventre. On peut faire l'aquagym, c'est pour ceux qui aiment l'eau, la piscine, et pouvoir avoir le ventre. Il y a des exercices, comme je l'ai dit. Rapprochez-vous vers les coachs sportifs, ils vont pouvoir vous aider à pouvoir perdre le ventre. Mais la clé passe par une bonne alimentation. Rééquilibrage alimentaire. Bien, voilà le mot, justement. Vous qui nous regardez ce matin, si vous voulez perdre du poids ou alors si vous voulez éviter de vous retrouver en position d'obésité, rééquilibrage alimentaire. On va, avant de se séparer, donc vous posez la question de savoir si vous pouvez épouser une célébrité. Pouvez-vous épouser une personne célèbre? Bon, malheureusement, si je pouvais encore, c'est ce que je pourrais dire. Ben voilà, comme dit Roméo, celle que j'ai, elle est déjà célèbre, c'est une célébrité. Ça, il faut le dire, ben maintenant. Voilà, ça veut dire que vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Est-ce qu'au quotidien, c'est facile? Non, c'est pas facile, c'est un combat. C'est pas facile. Franchement, c'est un combat. Et bien alors, quand on dit quand on est unis pour le meilleur et pour le pire, c'est pour dire que vous devrez assumer. On s'assume tout compte fait. Mais il faut dire que ce n'est pas facile. Ça, sincèrement, ce n'est pas chose facile, ça, il faut le dire. Vous pouvez claquer les portes, hein, ça c'est clair. Voilà, vous avez une femme présentatrice qui revient à la maison à 3 h du matin. Ben voilà, justement, c'est de ça qu'il est question. Que quand vous dormez, c'est plutôt la femme qui ouvre le portail, qui ouvre. Ben, c'est pas facile, il y a peu des hommes qui pourront supporter ce genre de choses. Et c'est vrai que pour un début, vous dites, ben, ça va passer. Ben, quand ça a perdu, vous dites, mais ça, c'est quoi cette histoire? Ou c'est l'homme qui épouse la femme, ou c'est la femme qui épouse l'homme. Et du coup, ça va dans tous les sens et tout. Ben voilà. Donc, c'est pas facile. Il faut assumer tout compte fait. Si vous avez fait le choix, il faut assumer. Merci pour votre point de vue sur la question. On va rappeler que vous êtes nutritionniste, masso-kinésithérapeute, coach sportif également. Les numéros de Dr Larry s'affichent encore présentement au bas de votre écran. Donc, si vous voulez